Bonjour, bonjour. Bienvenue à toutes les personnes qui sont déjà présentes. On va démarrer ce webinaire sur la question de savoir comment on se prépare à une visite d'évaluation dans le secteur médico-social. Je vais d'emblée vous partager notre écran, voilà, puisqu'il y a donc un support qui sera mis à votre disposition, bien entendu, plus tard à la fin de ce webinaire, donc qui va durer 1 heure. Donc, on est ensemble de 13h30 à 14h30. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes actuellement un peu moins de 20, mais il y a au total une 50aine d'inscrits. Donc, on espère que tout le monde sera présent. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du sujet, il n'y a pas moins de 605 rapports d'évaluation qui sont attendus cette année sur la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce n'est pas un moindre des sujets. Et en 2025, un tout petit peu plus, 634. Ce sont les chiffres de l'ARS pour cette année, ce qui n'inclut pas les structures sociales qui vont venir s'ajouter et donc rendre un rapport aux instances départementales. Voilà, donc bienvenue, on va commencer sans plus tarder. Donc j'ai à mes côtés Léa Hurtaud, qui est qualiticienne dans l'association Rénovation, qui a la particularité d'être à la fois sur du sanitaire, plutôt la santé mentale, et du médico-social. Donc Léa, vous avez accompagné des équipes et vous avez vécu une visite d'évaluation, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Vous pouvez nous dire peut-être quel type d'établissement ont passé là? Alors, on a fait 2 visites d'évaluation. La première sur un DITEP que nous avons dans les Landes et la deuxième dans une estancade. Donc, c'est un mix de CESAD et de CAFS qui est également dans les Landes et qui ont eu tous les deux leur évaluation au mois d'octobre et novembre l'année dernière. Donc assez récemment, et des structures enfants. C'est ça. Enfants handicap, d'accord, avec une tarification ARS. ARS, les 2 ARS. Ok, d'accord. Bon, ça, en principe, ça n'influence pas sur le référentiel, ni forcément la manière de se préparer. Donc, c'est plutôt pour l'information générale. Ok, merci. Et donc, nous a rejoint également pour l'occasion Alexandre Figuès, qui est infirmier coordonnateur sur un EHPAD qui s'appelle Louise Michel, ici en Gironde, et qui dépend de l'association, pardon, la fondation Éric et Odette Bocquet. Donc, vous avez accompagné votre établissement, j'allais dire. À quel moment de l'année? Alors nous, bonjour à tous, nous avons eu l'évaluation qui s'est faite début octobre 2023. Toute récente aussi. Oui, ok. D'accord. Alors, on me dit qu'il faut que j'arrête mon partage d'écran, peut-être parce que vous ne me voyez pas, c'est ça? D'accord. Donc, on est désolé pour le petit contretemps technique. L'idée, c'est que vous soyez à la fois connecté à l'image de nous, mais aussi au PowerPoint. Là, c'est bon. Là, on vous voit, vous, pour Oui. l'instant. Et si je veux faire défiler le PowerPoint? C'est une bonne question, c'est ça? Alors, pas d'inquiétude là-dessus. On est en phase de test, c'est la première fois qu'on utilise ce logiciel proprement parler. D'accord. Ok. Donc, visiblement, ma collègue me dit que, d'accord, que c'est bon, vous avez le son. Vous avez l'image et en l'occurrence, image à la fois le diaporama et nos petites trombines. Voilà. Ok, donc oui, c'est un EHPAD de combien de jours? Donc alors, c'est un EHPAD qui se situe dans le Nord Gironde. Nous avons 70 places au sein de l'établissement avec plusieurs types d'hébergements qui sont donc un type d'hébergement temporaire ou permanent sur une répartition qui est un hébergement plutôt classique et un hébergement sur une unité de vie protégée. Et une particularité aussi sur un type d'hébergement qui est plutôt voué sur de l'accueil de jour. Okay. Voilà, nous avons 6 places. Entendu. Alors, le PowerPoint n'avance pas. Excusez-moi. Je patauge un petit peu, c'est pas grave. Il suffit de cliquer. Donc là, vous avez une identité de nos intervenants et de moi-même sur l'écran. Si toutefois vous aviez des interrogations sur
ce qu'on peut vous apporter comme aide au CK, etc., l'adresse mail vous sera fournie à la fin du diaporama, en l'occurrence communication@ck.fr. Voilà. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, de comment se préparer pour une visite d'évaluation telle que vous l'avez vécue. Donc, l'idée, c'était d'avoir un regard de professionnels qui ont accompagné cette visite et qui l'ont préparée avec des équipes terrain. Comment se préparer? Alors, dans le temps, on s'est un petit peu focalisé sur le moment où quelques semaines, voilà, entre 1 ou 2 mois avant la visite d'évaluation, ce qui suppose d'avoir mené un certain nombre d'actions assez structurantes sur le fond, j'allais dire. Donc là, pour resituer les choses, on est bien dans un dispositif d'évaluation qui a été redéfini par la loi du 24 juillet 2019, qui a confié 2 nouvelles missions à la HAS. D'une part, rédiger, élaborer un référentiel d'une part, et d'autre part, redéfinir les conditions dans lesquelles un organisme d'évaluation allait pouvoir réaliser des visites. Et donc, on est autour du décret du 26 avril 2022 qui dit que les visites d'évaluation devront avoir lieu tous les 5 ans et que les arrêtés de planification sont émis par les autorités de tarification et de contrôle. Et dans ces arrêtés, vous allez trouver en fait la date limite pour remettre votre rapport d'évaluation. Donc ça, c'est le cadre réglementaire. Si vous voulez vous informer sur ce dispositif en lui-même, eh bien, nous organisons au sein du CK des formations régionales, environ 1 par mois, de façon délocalisée pour certaines d'entre elles, ça veut dire pas forcément ici en région bordelaise. Vous avez aussi la possibilité de voir les replays des journées régionales qui sont organisées par nos collègues, structures régionales d'appui ou nous-mêmes dans chaque région. On ne voit pas le PPT défiler. D'accord. On voit la vignette, mais pas le PPT. Ouais, c'est peut-être mieux qu'on fasse l'inverse, qu'on projette le diaporama et qu'ils nous entendent en voix, si c'est possible. On fait une tentative pour que vous puissiez voir le PowerPoint, parce que je pense que c'est plus intéressant pour vous et ça vous permettra une prise de notes. Donc, on essaie de rebasculer sur l'écran PowerPoint et vous ne verrez plus nos petites. Mais vous ne voyez pas non plus. Ah, d'accord. C'est ça qui. Toutes nos excuses pour ce petit contretemps technique. Mais donc, on va me confirmer que c'est bien visible, enfin, que le PowerPoint est bien visible pour vous participants. C'est bon, d'accord. Donc je continue de faire défiler les diapos et vous entendez notre douce voix. Voilà. Ok, donc on disait, si vous voulez vous renseigner sur ce dispositif, nous avons des formations, nous avons des journées régionales qui ont été organisées dans chacune des régions de France sur 2022 et 2023, et les replays sont disponibles sur le site de la HAS. Bien entendu, une des ressources à votre disposition, c'est le référentiel lui-même qui est disponible sur le site HAS et le manuel. Alors, je précise juste que le manuel, à la fin, a ce qu'on appelle des fiches pratiques qui reviennent en plus des critères sur les méthodes et ça peut vous donner des indications sur comment vous préparer. Ça, c'est le dispositif. Le deuxième étage de la fusée, c'est les organismes d'évaluation tels qu'ils sont aujourd'hui autorisés. Donc là, on serait vers un décret qui date du 28 avril 2022 et qui a donné lieu à un cahier des charges. Ce cahier des charges donne les conditions dans lesquelles les organismes peuvent être autorisés à réaliser des visites d'évaluation chez vous ou chez vos collègues. Donc, les principes à retenir pour vous, là, je pense que je ne fais que redire des choses que vous savez déjà, mais ça fait partie de la préparation de l'information, c'est de mettre en concurrence différents organismes. Donc, ce qui est cité par la HAS, c'est d'en faire 3. Donc, ça veut dire que vous rédigez vous-même un cahier des charges, ou en tout cas un document qui va vous permettre de comparer différentes offres et qui va, à un moment donné, vous faire vous décider pour un organisme plutôt que d'autres. Vous n'avez pas le choix des organismes, ils sont listés dans une liste publiée sur le site de l'HAS et donc ce sont des organismes qui doivent être accrédités par le COFRAC ou dans l'attente de l'accréditation quand ils sont en cours. On appelle ça avoir reçu une recevabilité opérationnelle favorable. Une fois que vous êtes décidé sur l'organisme choix qui va venir chez vous, eh bien, vous devez vous connecter à Synalis, je suppose avoir créé un compte, et d'enregistrer l'organisme. Donc, vous allez cocher qui vient chez vous. Donc là, je vous ai mis en termes de timing environ, c'est bien de se pencher sur cette notion de choix et de mise en concurrence environ
un an à l'avance, sachant qu'on observe une espèce d'embouteillage dans la consultation. Aujourd'hui, début 2024, c'est pas évident de trouver un organisme qui soit disponible au moment où vous l'attendez, avec une composition d'équipe qui peut aussi être en fonction de vos souhaits. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à votre disposition pour ça? Bien sûr, le cahier des charges, ça vous permet de voir dans quelles conditions les organismes sont accrédités. Et la FORAP, c'est-à-dire notre Fédération des structures régionales d'appui, a créé un document qu'on a appelé de mise en concurrence, c'est-à-dire un document où vous allez vous présenter, vous, quel type d'établissement, le nombre de places, le public accueilli, etc. Et ce que vous souhaitez en termes de calendrier et de composition d'équipe. Éventuellement, vous pouvez aussi exposer la manière dont vous allez réfléchir et sélectionner l'organisme. Est-ce que vous avez le critère bien sûr du calendrier, mais aussi le critère financier qu'on entend, le critère de la disponibilité, du type d'échange que vous allez avoir avec eux. Moi, j'ai entendu parler de visio qui pouvaient s'organiser avec des organismes d'évaluation. C'est ce que vous aviez fait, je pense. Oui, nous, à l'association Rénovation, dans le cahier des charges, on a mis des mentions spécifiques sur les profils des personnes qui viendraient aussi sur site évaluer. Et oui, après, on avait demandé un entretien visio avec la direction de l'organisme concerné en amont de notre choix pour être certain que les valeurs portées par l'organisme reflétaient les nôtres. D'accord. Ok. Alors, effectivement, ça a été porté donc par le siège de la Fondation sur la sélection de l'organisme. Et en effet, en amont, il y a eu des prises de contact qui ont été multiples de façon à pouvoir verrouiller le choix final sur des critères spécifiques qui sont évidemment en lien avec le public accueilli, les spécificités, l'aspect de fondation elle-même, d'un côté qui est privé mais à but non lucratif, voilà tout ça pour mettre en avant effectivement la spécificité de la structure en elle-même. Et ne pas avoir des évaluateurs trop, entre guillemets, déconnectés ou qui n'auraient pas une connaissance suffisante du public et de votre façon de fonctionner. D'accord, ok. J'ai aussi entendu assez récemment un organisme d'évaluation qui organisait des visios déjà avec le chef de mission, le coordonnateur de la visite, qui peut avoir une visio, y compris avec l'encadrement, voir les professionnels de terrain pour assurer, se présenter, déjà une première prise de contact. Donc, ça peut être aussi une fois que l'organisme est défini ou choisi, vous pouvez aussi avoir ces contacts-là. Ne perdez pas de vue que vous êtes des clients qui cherchaient un fournisseur. Voilà. Avec le bémol qu'aujourd'hui, il y a cet embouteillage dont on a parlé qui fait que le choix, ça peut être plus limité. Donc, comme ressource de citer ce document de mise en concurrence, vous communiquez si vous êtes adhérent au CK, mais vous avez aussi des groupements, notamment les groupements d'achat, les GCSMS, qui peuvent vous regrouper entre organismes gestionnaires et vous pouvez, pourquoi pas, faire un appel d'offres comme dans le public, ou quelque chose de plus générique qui peut, j'allais dire, attirer un certain nombre d'évaluateurs ou d'organismes d'évaluation. Voilà. Voilà pour ce qui est de la phase de sélection. Et puis alors, on rentre dans le vif du sujet, puisqu'il s'agit de se préparer sur le fond à cette visite d'évaluation. Et là, toute la question, c'est jusqu'à quand on remonte, puisque, bon, je vous ai mis à titre d'indication, là aussi, il s'agit de commencer à se préparer véritablement à la visite environ un an à l'avance. Mais vous voyez bien qu'avoir dit ça, c'est pas avoir dit grand-chose, puisque se préparer sur le fond, c'est ni plus ni moins mener une démarche d'amélioration continue ou de la qualité, que vous pouvez avoir, j'allais dire, plus ou moins somnolente ou plus ou moins vivante, et donc plus ou moins à dynamiser ou redynamiser. Alors peut-être que vous pouvez nous en dire un mot où vous étiez, enfin, ou en tout cas les établissements évalués, et je en profite pour mentionner que ça fait partie des critères du référentiel, se doter ou s'être doté d'une démarche d'amélioration continue. Sur la forme, la HAS n'est pas précise, c'est-à-dire, oui, il faut avoir cette démarche, sur le comment, vous êtes libre. Donc, je ne sais pas, à Rénovation, quel était le point de départ, à peu près un an avant la visite? Qu'est-ce que vous auriez dit? C'est ça, un an avant la visite, le dispositif d'évaluation. En fait, cette nouveauté nous a fait relancer la dynamique et la démarche d'amélioration continue de la qualité, que c'était un peu essoufflé avec le Covid. Donc, on a pris cette petite porte-là, voilà, cette occasion. Et un travail de fond a vraiment été réenclenché dans les équipes. Ce qui se faisait d'une manière générale, c'était des copies de qualité qui étaient montées et une fois par mois, par établissement. Pardon.
et une fois par mois ou une fois tous les 2 mois se regrouper donc les membres de ce COPIL pour s'auto-évaluer d'une part et dans ce même temps-là, déjà projeter quels allaient être nos points noirs. Donc, je pense qu'on va le voir après sur tout ce qui est critères impératifs, critères standards, et d'ores et déjà organiser des sous-groupes ou des groupes de travail pour commencer à corriger le tir avant la visite d'évaluation. D'accord. Des sous-groupes thématiques, on va dire, Oui, sur certains tout à fait. sujets que vous aviez identifiés. D'accord. Ok. D'accord. Alors, effectivement, au sein de l'établissement dans lequel je me situe, la démarche qualité, on va dire, était entre vivotante et vivante, on va employer ces termes-là. Ça a été une bonne opportunité de relancer certains sujets et de raviver certaines choses qui étaient déjà ancrées, mais pris par une quotidienneté auprès des résidents, ne permettait pas aux différents employés de la structure de tirer bénéfice de toute cette amélioration de la qualité et de voir un petit peu l'utilité in fine qui allait servir aussi à cette quotidienneté. Donc finalement, ça a été plutôt salvateur pour nous parce qu'on a pu permettre de retravailler sur des points très précis pour illustrer certains critères qui étaient attendus, concernant par exemple la culture de la déclaration d'un événement indésirable qui permettait, qui a permis et qui permet encore aujourd'hui, alors on n'est pas très loin de l'évaluation, mais ça nous permet vraiment de pouvoir mettre en lumière des éléments qui sont dysfonctionnants ou en tous les cas en demande d'amélioration. Et ce sont des choses qui émanent maintenant beaucoup plus du terrain, à contrario d'une déclaration qui pouvait se faire souvent au sein d'un comité de direction avec des éléments qui ont été soit repêchés, entendus ou envoyés un peu en retard et du coup c'est un peu trop tard pour y travailler. Voilà, tout ça c'est vraiment quelque chose qui a été assez bénéfique pour nous. En tous les cas, on s'est servi de cette évaluation pour un petit peu redéployer certaines cartes. Ouais. Et porter au bénéfice de tout le monde certaines cultures qui étaient un petit peu laissées de côté, bien qu'elle était là, mais peut-être pas assez exploitée à son maximum. Puis peut-être que vous avez intégré aussi des jeunes professionnels ou des Tout à fait. nouveaux. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Oui. On peut comprendre que tout n'est pas toujours simple. Oui, exactement. Ok. Donc, on voit bien l'importance de travailler, j'allais dire, sur le fond et sur le long terme, et ce qui suppose de structurer cette démarche. Alors là aussi, nous, on n'est pas là pour vous dire comment précisément pour votre établissement, mais l'important, c'est d'en avoir une structure. Et quand on dit une structuration, ça veut dire, à un moment donné, effectivement, quels canaux on utilise, quel groupe. Alors, c'est parfois des copines, des codec, des CODIR, des instances avec des référents, des animateurs, des relais qualité. Voilà, ou parfois une fonction centralisée aussi de qualiticien responsable qualité, mais quoi qu'il en soit, c'est important que cela soit structuré avec des pilotes, avec des fréquences et avec des instances qui soient bien définies et si possible des fiches de mission, hein, aux fiches de rôle, aux fiches de fonction qui viennent s'adjoindre quand ils n'ont pas quelqu'un à temps plein. Pour un animateur qualité, ça peut être une fiche de rôle qui vient s'adjoindre à ses fonctions habituelles. Voilà. Donc, redire, c'est important de structurer, qu'il y ait un pilote dans l'avion, et à partir du moment où on connaît la date de son évaluation, on va faire en fait un rétro-planning, et ça paraît quand même un incontournable au moment où on se voit pour la première fois sur ce sujet-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez, un rétro-planning? Oui. Effectivement, comme vous l'avez dit, la structuration et le pilotage, je voulais revenir vers ça, c'est quand même quelque chose qui est rassurant parce que ça nous permet d'avoir des temps qui sont définis sur lesquels on a posé des bases et des objectifs et qui permet aussi de voir l'avancée du curseur sur ce projet. Puisque nous, effectivement, on s'est mis un peu en mode projet, on s'est dit, voilà, il y a ça sur telle échéance et comment fait-on pour y arriver? Et en effet, le rétro-planning aide bien à avoir une visibilité. Et bon, l'aspect que l'on ne maîtrise pas tous, c'est effectivement cette temporalité et comment on va avancer sur la réalisation des éléments qui vont jalonner cette structuration. Mais en même temps, c'est quand même c'est nécessaire, je pense, parce que sinon on navigue trop à l'aveugle et que c'est une évaluation qui est importante et qui est tellement diversifiée et qui demande d'avoir voilà, qui couvre beaucoup de sujets que si on ne fait pas ça, on peut rapidement avoir l'impression de se noyer dans une masse. Voilà, c'est comme ça que nous, on l'a pris au départ. Ok. Et chez nous, on l'a pris exactement de la même façon. On avait fait un rétro-planning avec les dates à faire
au plus tard. On s'était fixé des objectifs, donc plus sur la partie auto-évaluation, menée, etc. Mais voilà, ça nous donnait déjà une idée de ce qu'on devait faire et au plus tard jusqu'à quand. Et pour vous, Léa, qui avez géré du coup, plusieurs établissements qui se préparaient, ça veut dire que chaque établissement avait son rétro-planning? C'est ça. Là, on l'avait fait du coup pour les 2 établissements qui ont eu leur évaluation. Et juste aussi en lien avec ce que vous disiez par rapport au pilotage. Donc oui, là, moi, l'association Rénovation, on est 2 sur le service qualité, donc on chapeaute, entre guillemets, les établissements d'une manière générale. Y compris pour le sanitaire et les certifications, hein, je le dis. Voilà. Ne pas croire que les ressources sont... Voilà. Non, mais voilà, du coup, on est 2 personnes pour l'ensemble des établissements de l'association, mais on s'est quand même muni, entre guillemets, de référents qualité, puisque vous en parlez, voilà, de personnes en interne qui étaient volontaires pour soutenir la démarche qualité. Et nous, de notre côté, ça nous donnait un pied-à-terre, quelqu'un à qui se référer, quelqu'un qui pouvait porter ce que nous, on lui apportait également, et de diffuser auprès des collègues, voilà cette information-là, ah là, il y a l'évaluation bientôt, on a revu cette procédure, est-ce que tu sais comment faire? Et vice-versa, dans l'autre sens aussi, les professionnels du terrain, c'était plus facile pour eux de se rediriger vers notre référent qualité que vers nous directement, au siège, etc. Ouais. Ça renvoie effectivement à la notion de structuration. Vous avez bien compris qu'il y avait à minima, dans une association ou un gestionnaire qui a plusieurs établissements, à minima le niveau opérationnel terrain, établissement, et le niveau transversal qui peut être en service qualité ou une direction opérationnelle avec une dimension qualité, qui elle va pouvoir travailler des aspects plus généraux qui vont... Et donc, les interactions entre les 2 niveaux sont hyper importantes. C'est ça. Je rajouterais même que, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça pour vous, mais il y a des éléments qui sont attendus dans cette évaluation qui peuvent être communs à différents établissements et qui, du coup, peuvent être pris directement par le siège ou en tous les cas le référent qualité qui permettra de mutualiser pour éviter que sur les établissements qui sont plus dans l'opérationnel et je vais appeler ça la quotidienneté, sur les attendus plus quotidiens, de se libérer de ce genre d'attendus parce que ça peut être effectivement quelque chose qui peut être géré au siège et donc du coup libérer aussi un petit peu de temps et d'espace pour les autres critères sur lesquels il faut travailler. Tout à fait. Notamment sur la formalisation de documents qui peuvent être des procédures, des trames, etc. Oui. On entend bien que sur chaque établissement, il n'y a pas forcément une personne à même de gérer le graphisme. Et voilà, c'est ça. Ouais. OK, donc cette notion de rétro-planning, structuration, on a vu que c'était important. Alors, il y a dans cette préparation, souvent, les établissements qui vont recevoir la visite des évaluateurs choisissent de faire une auto-évaluation. Alors, je l'ai bien rappelé là, c'est optionnel, et si vous reprenez le manuel de l'HAS, c'est bien dit, c'est recommandé, mais pas obligatoire. Alors, cette auto-évaluation, elle peut se faire de différentes manières. Là aussi, la manière vous appartient. Vous pouvez disposer ou pas de logiciels ou d'outils spécifiques pour ça. On l'a bien vu pendant la journée régionale du 23 novembre. Vous pouvez choisir de faire une auto-évaluation sur l'ensemble des critères, ou au contraire, si vous êtes un peu pris par le temps ou que vous n'avez pas énormément de ressources, vous pouvez décider de vous concentrer sur les critères impératifs. Peut-être un petit mot là-dessus, sur est-ce que vous avez fait des auto-évals et sur quel périmètre? Oui, nous, pour les 2 établissements qui ont été évalués, on avait favorisé l'auto-évaluation puisque justement, elle nous permettait de remettre un pied à l'étrier déjà dans la démarche et surtout voilà, de pouvoir identifier où étaient nos points noirs. On s'est focalisé dans un premier temps, et ça pour les 2 établissements concernés, sur les critères impératifs. Et on le refera pour les prochains. On favorisera dans un premier temps les critères impératifs afin que si on n'a pas le temps, parce qu'un an, ça passe vite, c'est clair, avec la vie d'établissement à côté, voilà, on se focalisera sur ces points-là, étant donné que ces critères-là seront cotés, auront une incidence plus grave pour l'établissement. Et après, s'il nous reste du temps, bien sûr, les critères standards et réalisation d'accompagnement traceur également. Oui. Ensemble, on peut peut-être en dire 2 mots, effectivement, de façon optionnelle aussi. Vous avez bien compris que l'accompagnement traceur est une méthode qui permet d'investiguer le chapitre 1.
je pense que je ne vous apprends rien. Donc, en complément de cette auto-évaluation qui, j'allais dire, peut se faire un peu dans un bureau. Enfin, voilà, on n'est pas forcément sur le terrain à prendre des notes, etc. Réaliser des accompagnés traceurs, ça permet justement de faire vraiment le lien et l'articulation entre ce qui se passe pour les usagers et avec les professionnels au quotidien, avec une démarche d'amélioration continue. Donc ça a été, je pense que c'est assez complémentaire en fait d'un travail en chambre par rapport au terrain. C'est ce que vous aviez aussi. Alors, oui, dans la fondation sur 2023, nous avons eu 3 établissements qui ont été évalués. Et ce que nous avons fait un petit peu le rôle de la chaise musicale sur cette évaluation blanche, c'est-à-dire qu'un membre d'un établissement se rendait dans un autre et se mettait en situation d'évaluation. C'est-à-dire que j'ai par exemple, moi, conduit une évaluation, la relation d'un accompagné traceur auprès d'un résident en chambre, en essayant de voir quels étaient, et c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, les éventuels points noirs qui allaient pouvoir justement être décelés au cours de ces évaluations, c'est-à-dire, j'en cite quelques-uns rapidement, mais le choix de la personne que l'on va sélectionner auprès de cet accompagné traceur, le temps que ça prend, et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais potentiellement une nécessité de vulgariser certains termes et de reprendre certaines questions aux items qui peuvent paraître un peu flous ou très difficiles à appréhender pour certaines catégories de personnes dans la réalisation d'accompagnés traceurs. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et on s'est aussi permis de pousser cette évaluation blanche auprès des professionnels, pareil, sur la seconde partie de l'évaluation. Et là, c'est aussi pareil. J'ai rencontré, moi, c'est pas des difficultés, mais en tous les cas, des nécessités de vulgarisation et de reformulation de questions pour que le soignant, finalement, réalise que oui, c'est quelque chose qu'il faisait, mais dans la formulation initiale de la question, était difficilement appréhendable. Donc, on réalise qu'en effet, ça nous a permis de nous dire, eh bien, dans chacun de nos établissements, il va falloir qu'on travaille un peu en amont à la vulgarisation de certains concepts. Je mets la notion de critères impératifs peut-être un peu à part, qu'on reverra peut-être tout à l'heure, mais en tous les cas, nous aussi, on a eu un plan d'action spécifique sur les critères impératifs. Mais il y a eu cette nécessité-là de reprendre un petit peu cette vulgarisation et d'appréhender certains concepts comme qu'est-ce que la bienveillance, qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut l'illustrer dans la quotidienneté. Voilà, par exemple. Ces évaluations-là nous ont servi effectivement à réadapter un petit peu le pilotage et de parsemer notre plan d'action de modifications nécessaires. Ok, d'accord. Voilà, le message, moi, je voulais vous passer, c'est que, et c'est ce que préconise le CK, c'est que réaliser des accompagnés traceurs, c'est dans l'immédiat ou dans les mois qui suivent, c'est très utile parce que ça permet d'acculturer, d'utiliser un vocabulaire qui va être utilisé le jour J par les évaluateurs, ça c'est une chose. Et il y a une autre vertu de la méthode, c'est recueillir des pistes d'amélioration pour votre démarche au long cours. Exactement. Ok, je pense que faire une auto-évaluation, ou en tout cas si vous vous préparez d'une manière générale, c'est important de revenir sur votre gestion documentaire, revisiter tout ça, j'allais dire, donner un petit coup de dépoussiérage, parce que parfois on a beaucoup de choses qui traînent entre guillemets sur les serveurs ou sur les parties communes de nos gestions documentaires. Donc ça suppose de l'analyser, de voir ce qui est encore à jour, ce qui ne l'est plus, et voilà, éventuellement de refaire le ménage. Et puis, bien entendu, et ça vous l'avez bien dit, quand vous disiez on identifie les points noirs, c'est bien sûr décider, prioriser, on ne peut pas pouvoir tout faire, mais hiérarchiser certains chantiers d'envergure divers et variés. Peut-être des exemples de chantiers que vous avez menés, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un manque, et quels ont été les chantiers? Des exemples. Hein, Alors, nous, personnellement, c'est le circuit du médicament. Ok. Voilà. Un gros travail, que ce soit au niveau de la vulgarisation, comme dit Alexandre, des termes, que ce soit aussi au niveau de la GED, on se rendait compte que les procédures, elles n'avaient pas été revues depuis longtemps, qu'elles n'étaient pas forcément connues de tous. Donc, il y a eu un gros travail là-dessus. Autre point de critères qui a nécessité qu'on retravaille bien là-dessus, ça va être aussi tout ce qui est événement indésirable, la bientraitance, qui est à causer en tant que tel, comme on disait, en fait, les écrits dans le manuel ne correspondent pas forcément avec ce que nous, on va employer au quotidien. Donc, il faut... C'est pas pour ça que vous êtes maltraitant. C'est pas pour ça qu'on est maltraitant. Mais il faut savoir trouver les bons mots pour expliquer à l'évaluateur.
Et puis surtout, trouver les bons mots pour que le professionnel, lui, soit en capacité, le jour de l'évaluation, de répondre à l'évaluateur. De façon cohérente, pertinente, ouais. correspond à la réalité. Ouais. Exactement, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que, alors, on a priorisé dans certains éléments, c'est-à-dire que, par exemple, on s'est concentré sur les critères impératifs au départ. Ce qui est facilitant, par exemple, de notre structure, c'est que tous les jours, on a des transmissions, donc il y a un horaire particulier qui nous permet d'avoir tous les salariés au même moment. Et donc ça on s'est servi de ce moment-là pour, à la suite de ces transmissions, profiter d'un temps d'acculturation au niveau de l'évaluation. Notamment, je prends l'exemple des critères impératifs, mais chaque semaine, on a un critère. Et on travaillait un critère qui nous permettait de pouvoir d'abord vulgariser et s'acculturer avec la notion, soit de la vulgariser si nécessaire, et ensuite de l'adapter sur le quotidien et de voir qu'est-ce qui pouvait illustrer ce critère impératif. Ça a été quand même assez bien investi et plutôt bien réussi. Un autre élément, et je rejoins aussi les précédents commentaires, c'est le circuit du médicament. C'est important, ça fait partie des critères impératifs, et là aussi, il a fallu travailler sur des protocoles, sur reprendre un petit peu ce circuit et se dire qu'est-ce qu'on fait et où est-ce que c'est, etc. Et un petit peu challenger les employés pour leur montrer que finalement, c'était globalement quelque chose qui était bien fait, mais qu'à un moment donné, il faut savoir l'illustrer parce que ça va quand même dans le détail. Et puis, ensuite, ce que l'on a priorisé, effectivement, c'est revoir un petit peu les protocoles. On n'a pas pu tout faire, c'est comme ça. Mais en tous les cas, on a su montrer ce qu'on a pu faire. Et même si on n'a pas pu faire, le dire et dire que l'on sait qu'on n'a pas pu faire, mais au moins démontrer qu'on a entamé potentiellement déjà une démarche, c'est quelque chose qui est valorisé. Voilà, en tous les cas, que nous, on a ressenti comme ça. C'est pas fait. Ils en ont conscience et ils ont entamé quelque chose, même si ce sont des prémices, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Sachez effectivement que le jour J, les évaluateurs, c'est pas innocent. S'ils vous mettent une cotation qui est en dessous de 4 sur un critère impératif, ils doivent eux-mêmes répondre à un certain nombre de questions. C'est ça. En gros, c'est est-ce que ce qui a été observé est ponctuel et à un seul endroit ou un seul service, ou est-ce que c'est généralisé? Est-ce que la structure en a conscience? Est-ce qu'elle a déjà fait quelque chose? Et est-ce qu'elle a mesuré l'impact de ce qu'elle a fait? Et donc, en fonction de ça, les évaluateurs peuvent être plus ou moins cléments et nous, en tout cas au CK, on recommande d'être plus dans la transparence et de ne pas occulter des choses ou faire comme si c'était traité alors que ça ne l'est pas. Oui, c'est exactement ça. Je ne sais plus sur quel critère impératif, je m'en excuse, je n'ai pas pris le temps de la noter, mais il y a eu un 3 sur 4, mais finalement, ça manque juste de mettre la procédure sur papier. Il manque juste ça, en fait. Voilà, vous voyez. Et ce sont des petites choses comme ça qui permettent d'arriver au critère 4 facilement. Voilà. Mais bon, c'était pour illustrer un petit peu ce genre de choses. Mais parce que c'était fait, mais par manque de temps, pas de protocole pas posé, c'est pas grave, mais au moins on démontre que. Oui, d'accord. Il y a eu la réflexion, voir que c'est déjà parfois passé même dans les pratiques. Tout à fait. OK. Donc on a vu auto-évaluation, plus ou moins globale sur un périmètre plus ou moins large, réalisation d'accompagner traceurs, revoir sa gestion documentaire, décider de certains chantiers. Et puis donc certaines structures, pas toutes, mais se lancent dans une évaluation entre guillemets à blanc. Alors moi je suis ma petite personne un peu réservée parce que je pense que jouer aux évaluateurs n'est pas simple. Ça requiert c'est un métier, c'est une certaine technicité et rien ne nous assure que la cotation que vous allez vous attribuer en interne sera celle qui sera en définitive celle des évaluateurs. Oui, et vous devriez du coup avoir potentiellement à gérer une différence de cotation en interne et avec l'externe. Alors parfois c'est à votre faveur, j'allais dire, vous êtes sous-évalué et puis les évaluateurs ont plutôt tendance à dire oh, mais non, c'est bien, etc. Donc j'allais dire bien, tout le monde ressort content et fier. Si c'est l'inverse qui se produit, ça peut être plus délicat à gérer. Voilà. Donc voilà, cette notion d'évaluation à blanc, à manier avec précaution, sachant que vous avez toujours la possibilité de recourir à des cabinets extérieurs qui le font pour vous, et dans ce cas-là, vous n'êtes pas jugé partie, mais c'est un coût et c'est du temps à dédier, bien sûr. Alors, une partie à ne pas oublier, même si on a fait tout ce travail de préparation, c'est de bien associer le Conseil de la vie sociale, qui ne fait pas proprement parler partie des 3 méthodes, mais qui est bien mentionné comme un moment que vous allez retrouver à minima dans votre planning d'évaluation. Très, 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 très important. C'est un aspect qui est mis et qui est pointé par les évaluateurs et surtout, en fait, qui est commun
à l'ensemble des différentes parties. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à investir. Si c'est un conseil, c'est vraiment investir. Alors, par contre, effectivement, il ne s'agit pas d'investir la semaine d'avant parce que ça va se voir. Mais, Ou s'entendre. voilà, ou s'entendre. Mais en effet, c'est quelque chose qui est vraiment à considérer sur l'évaluation et à montrer qu'il a été investi. Ouais, je rajouterais même les preuves. L'épreuve, oui. Les comptes rendus de CVS, Ah oui. mentionnez ce que vous avez présenté en CVS, parce qu'ils Ah oui. sont très curieux de la communication que vous avez fait aux usagers au sens large. Ah Donc, oui. que ce soit le CVS ou si vous avez intégré des usagers dans des groupes de parole, dans des groupes pour définir des règles de vie, j'en sais rien, mais c'est Ah oui, vraiment garder trace de leur participation. Oui, des margements, par exemple. Oui, Effectivement, par exemple. ok. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, il y a tout un travail sur la documentation que vous pouvez être amené à revoir. Hein. Voilà. Tout à fait. Et donc, n'oubliez pas, bien sûr, d'associer les élus, mais aussi de garder trace de cette participation. Tout à fait. Ouais. Effectivement, l'un des enseignements que j'ai retenu concernant cette évaluation, c'est qu'on fait souvent les choses, mais pour arriver des fois à les prouver, c'est compliqué. Je fais notamment allusion à différents critères qui reprennent les notions de sensibilisation, de formation. Il y en a plusieurs critères. Oui. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai ancré, c'est-à-dire que systématiquement, j'ai une feuille d'émargement qui reprend la date, le sujet et les signatures. Ça prouve au moins qu'il y a eu quelque chose de fait, même si on ne peut pas forcément retracer l'essentiel du contenu, mais en tous les cas, on a une trace. Oui, important. Voilà. D'accord. Donc voilà, sur cette préparation sur le fond et sur un moyen ou long terme, vous avez des ressources, donc une formation propose, ce qui s'appelle Manager la qualité en ESMS, les incontournables. Vous pouvez avoir à votre disposition des logiciels, vous connaissez sans doute, il n'y en a pas 10 000 non plus sur le marché pour le médico-social. Sinon, à minima, pour vous préparer et faire un état des lieux, voire une auto-évaluation, vous avez le fichier Excel de l'HAS qui reprend l'ensemble des critères. Donc, à vous de retirer les critères spécifiques qui ne s'appliqueraient pas à vous et d'ajouter des colonnes, des couleurs, des codes, etc. Voilà. Ça peut faire le job, j'allais dire, à minima, pour notamment les structures mono-établissements qui n'ont pas la chance d'avoir des ressources mutualisées. Nous avons également émis en tant que fédération des fiches sur les critères impératifs. La dernière est sortie en décembre. Et puis des outils particuliers pour vous préparer sur le risque infectieux, donc l'outil d'AMRI. Et puis pour le circuit du médicament qu'on a cité, vous avez Archimède dans le domaine du handicap. Et sinon, Interdiag ou la fiche Omédit qui reprend l'ensemble des outils sur ce sujet. Et enfin, bien sûr, toujours sur les critères impératifs, vous avez un certain nombre de webinaires, justement avec le Médit, avec le CEPIAS, et sur des podcasts sur les critères impératifs qui remontent à novembre et qu'on a publié pendant la semaine de la sécurité des patients. Alors, voilà, là, on s'est un petit peu projeté sur un cadre global un peu long dans le temps. Maintenant, on est à quelques semaines de la visite. Donc là, vous êtes plusieurs dizaines à être concernés. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on s'est réparti le travail et les points abordés en 4. Donc, documentation, communication, affichage et logistique. Donc, vous allez voir, on est dans le concret. On n'a pas peur de ça. Alors, en termes de documentation, ce qui est souvent fait, c'est que les organismes d'évaluation vont vous demander de leur envoyer un certain nombre de, c'est le deuxième point ici, un certain nombre de documents. Alors, ça peut être par messagerie sécurisée, ça peut être une Dropbox, parce que, moi j'ai vu la liste de documents qui étaient demandés, ça peut aller assez loin. Moi j'ai vu une liste avec une quarantaine de documents. Et dans ces documents, on retrouve souvent les outils de la loi 2002, donc des choses, je vais dire, classiques du type projet d'établissement de service, livret d'accueil, règlement de fonctionnement, etc. Mais aussi la trame d'un projet individuel, peut-être l'histoire de l'établissement, il peut y avoir ça, un organigramme, enfin des documents assez structurants qu'on n'est pas surpris de voir, mais attendez-vous quand même à en avoir relativement beaucoup, d'où cette notion de comment je les envoie. Enfin, ça peut être un peu basique comme question, mais et demander également à l'organisme d'évaluation quand est-ce qu'il souhaite avoir ces documents. Petit bémol, ce n'est pas parce que l'organisme d'évaluation vous les demande que individuellement les évaluateurs ont le temps forcément de tout s'approprier, mais néanmoins ça fait partie de nos attendus. Alors peut-être que vous pouvez nous dire pour vous comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a des documents qui vous ont surpris qu'il fallait envoyer, ou au contraire vous auriez voulu en envoyer et puis il n'y avait pas la possibilité, je ne sais pas. Oui, alors nous, première évaluation, on devait mettre à disposition des évaluateurs qui, pour le coup, avaient tout lu. Ah, ok. Donc, on a des exemples et des contre-exemples. Okay. Même des tout petits fichiers. Donc, okay. voilà.
C'était dans un système de box et il y avait énormément de documents, les plannings, des trames vierges, des affichages, etc. Beaucoup, beaucoup de documents. Sur le coup, on a fait l'évaluation comme ça en leur donnant toute la documentation demandée. Et sur notre deuxième évaluation, on avait un autre organisme qui s'occupait de nous. Et là, pour le coup, on a eu vraiment moins de documents. Donc, ça se cantonnait vraiment au CEPOM, au projet d'établissement, les outils loi 2002, etc. Et on consultait les documents en direct pendant la visite d'évaluation. Et pour le coup, je trouve que ça peut être plus agréable pour nous, établissements, puisque sur la première évaluation où les évaluatrices avaient eu tous les documents en amont, pour le coup, elles viennent vraiment creuser sur des petits points dont on se passerait bien des fois. Donc, Oui. pour les prochaines, je sais qu'on se contentera de mettre vraiment les documents obligatoires qui nous demandent en amont. Pour notre part, c'était 1 mois avant la visite. Ok. Au plus tard, ils nous disent. Donc, c'est ce qu'on fera. Et je pense qu'on mettra à disposition, voilà, pour les prochaines évaluations, comme on l'a fait pour la deuxième, un support vidéo projeté où les évaluateurs pourront voir tous les documents en plus demandés pour visualisation sur le moment. Ok. D'accord. Alors, pareil, hein, sur l'établissement, il y a eu l'envoi de documents avant, à ce niveau-là, qui permettent, comme ça a été dit, c'est-à-dire de pouvoir anticiper certains besoins d'information qui sont ce que vous avez cité, c'est-à-dire quel est l'établissement, quel est le projet, etc. Voilà, ça a été plutôt ça qui a été demandé pour nous. Plutôt généraliste. Ouais. Ouais, d'accord. Et aussi plus ou moins 1 mois à l'avance, vous savez? Oui, c'est ça. Oui, quelques semaines. Oui. Ok, d'accord. Alors, je reviens sur le point juste au-dessus, c'est-à-dire que envoyer des documents qui vous sont demandés, ce n'est possible que si vous les avez déjà recensés Et voilà. et listés. Et ça va vous servir pour le jour J pendant la visite d'évaluation. C'est-à-dire que moi, je vous invite sur un tableau Excel ou dans votre logiciel ou je ne sais où, à un moment donné, noter critère par critère ce qui peut vous être demandé et où vous allez le trouver vous. Parce que c'est énorme, hein, enfin 157 critères, il n'y a personne qui a la mémoire pour ça. Et donc, ça suppose vraiment de faire un espèce de travail d'historien ou en tout cas de mémoire à plusieurs. Moi, j'insiste un peu là-dessus parce que rares sont les personnes, même dans l'encadrement qui sont là depuis longtemps, se rappellent de tout ce qu'on a fait, de la démarche avec tel consultant, de la formation d'il y a 2 ans, de ce qu'on a fait pendant le Covid et dont on peut se saisir, je pense à la gestion des épidémies, etc. Voilà. Parfois, les éléments sont allés chercher à gauche et à droite et c'est bien de les recenser critère par critère. En tout cas, ça peut faciliter et ça évite, entre guillemets, les cafouillages ou les hésitations du moment. C'est ça. Pendant la visite. Nous, effectivement, on a donc accès à des différents serveurs. On a mis en place simplement un lieu sur un serveur dans un document, en essayant de prioriser aussi le côté plutôt dématérialisé pour permettre, en fait, via un ordinateur aux évaluateurs d'accéder à un maximum de supports. Évidemment, c'est pas amusé à scanner certains éléments qu'il y avait des classeurs. Voilà, dans des classeurs, etc. Mais en tous les cas, avoir cette démarche-là et puis de mutualisation, en effet, et de pouvoir sur un fichier de votre choix, globalement, fichier Excel, fichier HAS avec tous les critères permet quand même de jouer avec les colonnes et d'effacer ce qu'on veut et de rendre un fichier un peu plus light. On a juste besoin de mettre le numéro du critère et la localisation du document qui peut y être. Voir un lien, c'est sûr. Voir un lien, en effet. Ça peut être de cet ordre-là très pratique. Et du coup, sur le moment, pendant la visite, est-ce que vous avez donné un accès informatisé à votre serveur? Oui, à votre serveur, aux évaluateurs? Oui. Oui, oui, étant donné qu'il y a même des critères par rapport au dossier de l'usager, sous couvert, voilà, les professionnels étaient à côté, etc. Mais oui, on leur a donné un accès informatique, que ce soit à notre commun où les documents sont stockés ou un accès pour tel accompagné traceur, vérifier qu'il y a bien l'autorisation de droit à l'image signée, le PPA qui est bien formulé, etc. Vous leur avez créé un compte, en fait? Non, c'est un professionnel qui est à côté avec son identifiant. C'est pareil. Oui, d'accord.
voilà, je pense que ça, vous gagnez en temps. Bien sûr. Et puis, bon, il y a une notion de confiance qui s'installe. Ouais. Après, parce que dans les critères, ils viennent également voir la partie salariée. Bien sûr. Nous, pour ce qui est dossier de salariés, c'est un papier. Ils sont venus Ah oui, quand on leur a mis à disposition, pareil comme pour l'informatique, le support papier. Et ils pouvaient se promener, ou en tout cas analyser les documents. Ouais, d'accord. Ouais. D'un dossier salarié. Mm. Ok, donc on voit bien qu'en général, il y a un mélange, hein, papier Oui, et on ne peut pas informatique. faire l'un et l'autre. Ouais. L'un ou l'autre. Là aussi, Il y a favoriser forcément voilà, l'organisme gestionnaire est responsable du bon déroulement de la visite, donc ça passe aussi par ces choses-là. Tout à fait. Ok, ça c'était le point documentation, et puis on a dit aussi que la communication était importante. Alors, communiquer sur la visite et sur comment ça va se passer de manière à ce que ça se passe le mieux possible pour les usagers, pour les professionnels. Donc moi, ce que j'ai noté comme premier conseil, c'est interroger votre organisme évaluateur. Bien sûr, le planning de la visite, il va vous le demander, mais n'hésitez pas à rentrer dans le détail, surtout si vous avez des interrogations. Qui souhaitez-vous qu'il soit vraiment présent dans les réunions professionnelles? Ça, c'est quand même quelque chose qu'on, je ne sais plus si je ne dis pas à plus loin, mais dans une réunion avec des professionnels, dans le manuel, il y a toujours question de professionnels au pluriel. Donc, moi, j'ai toujours interprété, depuis que je fais les formations, que c'était l'équipe pluridisciplinaire, par exemple pour un compétiteur, qui allait être sollicitée. Mais j'ai entendu des contre-exemples, hein, pas qu'un, où les évaluateurs cherchaient à être uniquement face au référent, parce qu'ils estimaient que le référent était la personne qui allait avoir la vision globale des choses. Bon, personnellement, je pense qu'on peut être un petit peu en retrait par rapport à ça et se dire que est-ce que c'est vraiment respecter l'esprit d'un accompagné traceur que d'en avoir qu'un professionnel en face de soi. Toujours est-il que voilà, ça peut être une question à tirer au clair à l'avance pour ne pas se retrouver dans la difficulté le jour J, qui est-ce qui doit être dans la salle, de quelle heure à quelle heure, etc. Et bien entendu, pour vous, ça suppose de staffer correctement les équipes. Oui, effectivement. C'est important, en effet, de se poser la question de comment va se dérouler la journée. Que le planning soit établi, qu'il soit assez précis, et surtout, en effet, de savoir qui va-t-on sélectionner dans cette communication, que ce soit tant pour la compagnie traceur que pour les salariés, dans lequel il faut veiller à ce qu'elle ne soit pas mis mal à l'aise, parce que c'est l'oralité est quelque chose qui peut être compliqué pour certaines personnes, dans tous les cas, face à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, c'est important justement de pouvoir avoir des personnes, d'abord, qui connaissent l'établissement, hein, ça peut commencer, et d'avoir une aisance orale plutôt acquise pour permettre justement une fluidité dans l'échange et surtout ne pas le mettre en difficulté. Et en effet, de surstaffer le jour même, parce que la quotidienneté ne s'oublie pas, et que pendant que les personnes s'occupent des résidents, d'autres personnes sont interviewées, mais il faut quand même que le travail quotidien soit effectué. Ouais. Donc voilà, enfin, la visite n'est pas une surprise, ne doit pas être une surprise, et plus vous aurez communiqué en amont, plus ce sera fluide le moment venu. Alors, je voulais aussi revenir sur l'idée, tout à l'heure on a parlé de structuration, donc forcément vous avez des instances, des réunions, voilà. N'hésitez pas à utiliser ces canaux qui sont existants, ne pas forcément créer une instance supplémentaire pour parler de ces trucs-là. Vous avez parlé de transmission, rien n'empêche sur 10 minutes ou un quart d'heure de faire un focus, faire émarger, effectivement, et faire en sorte que aussi les professionnels et les usagers puissent poser leurs questions sur comment ça va se passer, en fait. Oui, tout à fait. Là, pour illustrer encore plus et aller encore plus dans le détail, nous avons travaillé par exemple avec l'animateur de l'EHPAD, toujours pareil auprès des accompagnés traceurs et des résidents, le travail sur différents critères, sur pour eux, qu'est-ce que c'était que la bienveillance, pour eux, qu'est-ce que c'était le respect des droits, de leurs droits et de leur liberté, comment ça pouvait Se traduire. au quotidien, voilà. Ben oui, moi, si j'ai envie de sortir, je sais que les infirmières me disent OK si j'ai besoin d'aller acheter quelque chose à côté. Enfin voilà, des choses qui sont très concrètes et qui leur permettent de pouvoir illustrer aussi, pareil pour eux, pour éviter la mise en difficulté lors du jour J. Ouais, parce qu'il y a toujours un petit peu de stress, j'imagine. Un peu de stress, et puis pour certains, une vraie volonté d'investissement dans cette évaluation et une vraie volonté de bien faire. Donc ça a été quelque chose qui a été vraiment pris à bras-le-corps par l'animateur auprès des résidents, et en effet, en comité de direction, nous, pour essayer d'avoir un chapeautage du projet, et ensuite sur les temps de transmission pour vraiment arriver sur l'opérationnel. Ok. Voilà.
J'ai même entendu qu'il y avait des établissements qui étaient studieux, avec des salariés qui se faisaient des petites fiches mémo pour être sûr de ne pas oublier certaines choses. Ouais. D'accord. Donc, on a parlé de cette notion de vulgarisation, ou en tout cas d'utilisation d'un vocabulaire commun et qui ne surprenne pas le moment venu. Et la transition avec la suite, la notion d'affichage, parce que l'affichage, c'est effectivement un canal de communication en interne, donc on vient de le dire, hein, pour que les personnes ne soient pas surprises le jour J de comment ça se passe, etc. Mais j'insiste un peu, et j'ai ajouté cette diapo il n'y a vraiment pas longtemps à notre présentation d'aujourd'hui, parce que c'est aussi votre vitrine, excusez-moi, vis-à-vis de l'extérieur, et en particulier pour le moment de l'évaluation. Rien n'est pire, excusez-moi, mais que des tableaux obsolètes où vous avez les étiquettes qui sont chancelantes, où vous avez les différentes versions punaisées les unes sur les autres, donc c'est plus la bonne, etc., etc. Donc, s'il y a quelques conseils à donner, et ça, je vous le dis, encore une fois, si vous êtes même à, je dirais, une semaine ou quelques jours de l'évaluation, c'est quelque chose que vous pouvez, à mon sens, si vous êtes préparé en amont, réaliser en quelques heures, et ça peut changer la vision, l'image que vous allez donner aux évaluateurs le moment où ils vont arriver, hein, parce que ça ne vous a pas échappé. Donc, jour J, ça commence par une visite d'établissement, et puis au détour des différentes méthodes, il y a de l'observation. Donc, l'affichage est primordial. Alors, je parle des panneaux d'affichage stricto sensu, mais je parle aussi des affichettes que vous pouvez avoir à gauche et à droite. J'ai un exemple qui m'a frappé. On a des distributeurs de gel hydroalcoolique. Ok, très bien. On a la façon d'utiliser, de comment se faire une friction des nerfs. Très bien. En revanche, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il manquait quand est-ce que les professionnels sont censés faire ces frictions. Voilà. Et si c'est une conduite à tenir, pour moi, elle doit être aussi affichée. Voilà. Je ferme la parenthèse pour redire que l'affichage, c'est pas neutre, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'on sépare les affichages en fonction des destinataires. Si vous vous adressez aux salariés en tant que salariés dans leurs droits, etc., c'est de l'affichage syndical ou éventuellement du CSE. C'est un endroit bien distinct et a priori qui n'a pas à être vu du public extérieur. Ensuite, vous avez de l'affichage sur l'organisation et le fonctionnement du service, que ce soit des notes, des des plannings et autres. Ça, c'est encore un autre lieu, là aussi, qui n'a pas à être vu des personnes qui arrivent de l'extérieur. Et enfin, vous avez l'affichage, j'allais dire, officiel, qui là va être vu et évalué par notre équipe d'évaluateurs. Et là, vous avez alors, les différentes chartes, la communication, j'allais dire, globale, y compris sur la visite. Hein. Rien ne vous empêche de dire nous sommes à J-3, vous savez, enfin voilà. Voilà, l'affichage, c'est à la fois pour l'interne, mais aussi pour l'extérieur. Et ne vous privez pas de ça, parce que je trouve que c'est quelque chose de relativement simple et court dans le temps à réaliser. Oui, et puis les évaluateurs viendront nous retoquer là-dessus. Là, nous, dans les points négatifs, l'affichage des comptes rendus de CVS, ça doit être affiché. Ça ne l'était pas. Et voilà, c'est tout bête, hein, mais du coup, on a eu un 3 sur 4 c'est dommage. Critères qui alors que les comptes rendus existaient, mais ils n'étaient pas affichés. Ouais. Ben voilà, ça vous donne. C'est à nous d'être vigilants sur ce qu'on a à disposition. Et pourquoi pas avoir quelqu'un, soit de responsable de l'affichage, bon, je lance l'idée, ou alors chacun dans son instance est responsable de la mise à jour. Oui, parce que a été fait une évaluation à blanc. Moi, je sais que dans notre association, on l'a menée pour les établissements sanitaires, cette évaluation à blanc. Et on s'est mis dans le rôle d'expert et on a vérifié l'affichage dans tous les locaux. Donc, pourquoi pas le faire aussi là pour les médico-sociaux en amont de la visite. Oui, vous avez un certain nombre de choses à afficher obligatoirement du fait de la loi 2002. Mais vous avez aussi, sur le plan RH, c'est copieux. Et parfois, alors là, j'arrive au dernier point, adapter le support. Parfois, des punaises sur un panneau en liège ne suffisent pas. On est obligé de mettre des espèces de lutins, vous voyez, avec et notamment la liste des proches, etc., dans la salle du personnel ou dans la salle de soins, c'est peut-être plus adapté d'avoir quelque chose qui s'ouvre et qui, avec un lutrin. Voilà. Donc, évidemment, l'idée, c'est de faire un petit ménage avant la visite, trier, toujours avoir des documents qui soient datés et renvoyés à la source, c'est-à-dire où est-ce que les professionnels peuvent le trouver en version informatisée, de façon à le mettre à jour ou à le diffuser plus avant, etc.
D'accord. Et enfin, quand on dit adapter le support, on vient de parler du support matériel, voilà, carton, papier, lutrin, etc. Pensez à bien faire en sorte que les écritures soient suffisamment grandes pour être lues par des personnes qui ne voient plus forcément très bien. Et la notion d'adaptation dans le sens de contenu, le facile à lire et à comprendre. Je ne vais pas vous apprendre vos métiers respectifs, mais voilà, c'est quand même, ça paraît être du bon sens, mais on est parfois focalisé sur des choses effectivement très conceptuelles, parce que là, ça se met sur ces rails-là, mais c'est important que ce qui est dit soit compris et visible au premier regard. Enfin, sur le point, je vous avais dit, on est concret, on est pieds sur terre. Au niveau de la logistique, c'est important que vous ayez dédié ou réservé une salle, vous me confirmez, pour que les évaluateurs puissent s'installer. Oui. C'est-à-dire qu'il faut bien organiser avant de qui, où, quand, quoi et comment, pour qu'en fait, cette petite musique qui va s'installer toute la journée, qui doit se dérouler normalement sans accroc, puisse se faire justement. Mais pour que ça puisse se faire, il faut vraiment anticiper avec des salles bien défini, avec du matériel à l'intérieur. Pensez au Wi-Fi, trouvez le code du Wi-Fi, parce que des fois, on a le Wi-Fi, mais on ne sait même pas le code, mais quand les évaluateurs arrivent, ils vous demandent à se connecter. Si vous n'avez pas le code, ça va être compliqué, donc ça perd du temps. L'évaluation commence en retard, et tout s'enchaîne après. À ce niveau-là. Juste pour rassurer, parce que nous, notre système informatique ne permet pas à d'autres personnes de se mettre sur le Wi-Fi de l'association. C'est possible, les évaluateurs ont juste à générer de Sinae la grille. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi. Nous, nos serveurs sont en interne et on peut apparemment, pour un côté sécurité informatique, on ne peut pas donner le Wi-Fi à d'autres professionnels. Donc, elles ont pu se débrouiller sans. Et le tout, juste, c'est de mettre à disposition, comme c'est là, le matériel, les outils informatiques, vidéoprojecteurs, du café. Du café, parce que les journées sont très longues. Les journées sont très longues, en effet. Quand on parlait tout à l'heure de surstaffé, j'ai oublié de mentionner, souvent les membres du comité de direction sont quand même sollicités sur de larges plages horaires. Nous, ils ont fait globalement de 8h, presque 20h le soir, 19h, 20h, voilà, pour bien faire comprendre que ce sont des moments où il faut être disponible. Prévoir potentiellement un repas le midi, si jamais elle ne souhaite pas aller à l'extérieur pour gagner du temps ou parce qu'un peu de retard a été pris. Bien penser au personnel de nuit, en effet, c'est important. Ils doivent faire partie des personnes qui sont interrogées. Oui. Alors, soit vous les faites revenir en journée, ça. Soit de façon, je vais dire, un peu artificielle, soit au contraire, vous demandez, ou les évaluateurs vous ont proposé de faire du décalé. Moi, j'ai entendu ça, que les évaluateurs restaient jusqu'à 21h, quitte à commencer un peu plus tard. Je sais pas. Alors, nous, ils sont venus. Mais les professionnels se sont déplacés en journée. Oui, voilà, il faut penser, effectivement, ça fait partie des personnes à remplacer. Voilà, avec repas, oui, effectivement, vous l'aviez mentionné. Alors, il n'y a pas de règle en la matière. Non, pas du tout. Les évaluateurs peuvent vous demander de leur réserver un restaurant, soit seul, soit avec du personnel. Et là, vous serez un petit peu dans un moment à la fois on et à la fois off, si je peux me permettre. Ou alors, j'ai entendu aussi certains évaluateurs qui prenaient le repas en salle avec les usagers de façon à être dans l'observation, c'est pas exclu, mais encore une fois que ce ne soit pas une surprise en fait, c'est ça l'idée. Oui, c'est ça. Que ce soit anticipé, organisé. Pensez effectivement que vous pouvez ou vous devriez, de mon point de vue, avoir un débrief entre vous en fin de journée, de façon à, j'allais dire, corriger le tir ou amener des éléments d'évaluation qui n'auraient pas pu être présentés pendant la journée, qu'ils le soient le lendemain matin, et voilà, que ce soit un moment pas trop stressant. Et puis au niveau de la logistique et des plannings, etc., pensez à anticiper ce que j'appelle l'immédiatement après, c'est-à-dire vous allez avoir un rendu en principe en fin de la dernière journée. Qui est-ce qui est convié à ce moment-là? Je ne dis pas qu'il y a de bonnes recettes ou de bonnes formules, mais voilà, qui est là? Qu'est-ce que les personnes sont susceptibles d'entendre? Et puis pensez qu'il peut s'écouler jusqu'à 2 mois entre la fin de votre évaluation et la publication du rapport définitif, puisqu'il y a des échanges contradictoires et puis le passage de pré-rapport à rapport. Donc, pensez à ça aussi pour, qu'est-ce que c'est le message que vous passez aux équipes? Est-ce qu'on est direct dans la fiesta? Est-ce qu'on est au contraire à dire on attend, on ne se précipite pas dans les réjouissances? Voilà. Oui. C'est important, en effet,
surtout aussi pour l'investissement que tout le monde a eu durant cette période qui est importante, de pouvoir avoir ce petit moment de remerciement et de reconnaissance. Et alors, par manque de temps tout de suite, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est très attendu. On n'a pas encore eu le temps de s'y mettre, mais de faire un retour sur le rapport et sur les éléments qui ont été donnés, les explications. On l'a fait oralement, on a donné les grandes lignes, mais certains, effectivement, parce qu'ils se sont bien investis, attendent un petit peu plus des choses détaillées. Donc, en effet, dans l'après, et ça se comprend tout à fait, hein, dans l'après, c'est aussi ce qui est attendu. Ok. Donc, si on devait résumer voilà, ce qu'on vient de dire, c'est quand vous vous préparez, encore une fois, quelques semaines en général, ce n'est pas suffisant. On ne se lance plus dans des nouveaux chantiers. Hein. L'évaluation sur le fond a été faite. Et là, l'idée, c'est vraiment que quand vous vous préparez dans ces dernières semaines, c'est faire en sorte que la visite se déroule au mieux et que ce soit un moment qui vous permette de mettre en valeur ce que les professionnels font ou ont appris à faire il n'y a pas si longtemps que ça, ou au contraire qu'ils font depuis très longtemps, mais qui n'auraient peut-être pas formulé ou verbalisé devant une personne extérieure comme ils viennent de le faire. Hein, vraiment, ne vous, enfin, si je peux me permettre, ne vous lancez pas dans des choses incommensurables à la dernière minute, mais plutôt voilà, faire avec ce que vous avez, recenser, faire l'historique, faire les liens, comme on a dit, les recenser dans un tableau et mettre à disposition pour que ce soit facilement accessible et que vous ayez le temps, matériellement, hein, de parler et de dire tout ce qu'il y a à dire. C'est ça. Ok. Tout à fait. Un dernier petit mot, parce que je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, je ne vous ai pas mis des dates, ça devait être un agenda, mais je vous renvoie en fait vers notre site internet, mais aussi vers une adresse mail qui est celle de notre chargé de communication. Si vous avez des questions, donc juste pour mémoire, nous proposons sur cette année 2024 des formations sur le dispositif, je l'ai dit, les événements indésirables, les risques en ESMS et comment mener une démarche de qualité. Donc, ça, si vous voulez, c'est des modules qui peuvent se combiner selon vos besoins. Sachez que sur chacun des thèmes que je viens d'énumérer, il y a 6 jours de formation sur l'ensemble de la région. Donc, de quoi vous concocter un petit programme sur mesure. Les podcasts et les fiches mémo, je vous ai dit, les fiches mémo sont disponibles pour nos adhérents, les podcasts pour tout le monde. Le replay de notre journée régionale de novembre dernier avec un PowerPoint de l'HAS et de l'ARS. Et puis, spécialement pour les EHPAD, mais qu'on va chercher à déployer en 2024 pour les établissements handicap, nous avons une campagne qui s'appelle Regard croisé sur la bientraitance, où vous pouvez toujours vous inscrire et ça vous donnera un rapport sur où vous en êtes sur ce sujet-là. En complément, on propose des ateliers bientraitance. Il reste des places le 28 mai à Saint-Sevé, où vous pouvez vous déplacer en binôme pour parler de ce qu'est la bientraitance, des définitions, des outils que vous pouvez utiliser et comment enclencher une démarche sur votre établissement. Et enfin, vous devriez avoir reçu dans vos boîtes aux lettres, si vous êtes EHPAD, un guide qui s'appelle Fragilité sensorielle chez les personnes âgées en EHPAD, qui vous permet de mener des projets, si vous le souhaitez, autour du dépistage, des soins et pourquoi pas de l'appareillage adapté au niveau auditif, visuel et bucco-dentaire. Donc là, c'est, on va dire, un guide pour mener des projets vous-même en autonomie. Voilà pour ce qu'on voulait vous dire. Je ne sais pas si... Écoutez, on vous dit au revoir pour aujourd'hui. On espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des demandes d'intervention, à nous recontacter. Merci à nos 2 témoins intervenants. Et on espère encore une fois que ça vous aura été utile. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Oui, au revoir.